19h. Yarana, merci d'être avec nous. À la une de l'actualité de ce mardi 29 octobre, 600 candidats pour 3 postes seulement. Le concours de secrétaire administratif d'État attire du monde, des jeunes sans emploi à la recherche d'un avenir plus radieux. Les acteurs du bâtiment et de la construction n'en peuvent plus de la lenteur administrative. Les délais d'obtention d'un permis de construire s'allongent, un sérieux handicap qui freine les projets. Les moyens d'action de l'État sont-ils adaptés au territoire d'outre-mer? Une question que posent les sénateurs de la délégation sénatoriale aux outre-mer. Les parlementaires achèvent une mission de 9 jours en Polynésie. Nous recevons sa présidente, la sénatrice Micheline Jacques, fera le bilan de ce déplacement dans un instant. J-1 avant le lancement de la grande course de pirogue au Raromat Ay. L'heure est au dernier préparatif pour les 70 équipages. Des Japonais et des Calédoniens seront sur la ligne de départ. Nous irons à Huahine pour connaître les enjeux de cette 31e édition avec Inacio Raveino et Sandro Lee. Et enfin, la Toussaint rime avec Taïna pour fleurir la tombe de nos proches. Ce sont les fleurs emblématiques de cette période qui représentent l'un des moments les plus rentables pour les fleuristes. Oui, la fonction publique attire toujours. La preuve avec le nombre de candidats inscrits au concours administratif du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie. Près de 1700 candidats se sont inscrits, mais seuls 590 se sont présentés aux épreuves écrites. Près de 600 postulants pour seulement 3 postes disponibles. Une opportunité d'emploi à laquelle aspirent nombre d'entre eux. Mérénie Gamblin, Heidi Enko. En chemin vers sa salle d'examen, Hemeriana pense à ses 4 enfants, ce qu'elle pourrait leur offrir grâce à cet emploi. Elle a abandonné un temps ses perspectives de carrière pour les élever. Aujourd'hui, à 26 ans, elle se lance après plusieurs mois de préparation acharnée. Alors, je me sens stressée, carrément stressée, mais bon, je croise les doigts, on croise les doigts et voilà. J'espère au moins avoir le titre déjà et voilà, prétendre un travail en administration. 590 candidats ont fait le même vœu qu'elle ce matin. Peu importe le résultat, l'expérience est toujours bonne à prendre. J'ai pris des cours particuliers avec donc une société privée et je me suis préparé donc, pour les écrits et peut-être que si je suis prêt à l'écrit, donc je me préparerai également à l'oral. Si j'ai fait ce choix-là, c'était au moins pour voir ce que ça va m'apprendre, ce que ça va m'apporter et voilà. Seuls 35% des inscrits se sont présentés à l'épreuve. Tant mieux, puisqu'il n'y a que 3 postes à la clé. C'est la première fois depuis 10 ans qu'on ouvre un tel recrutement au sein du Haut-Commissariat, puisque ce sont des recrutements qu'on ne fait qu'en Polynésie, et ce sont des agents qui n'ont vocation à servir qu'en Polynésie française. Au bout de 3 heures d'épreuve, Hemeriana boucle sa composition plutôt satisfaite. Le thème imposé correspondait parfaitement aux problématiques locales et à la période de la Toussaint. Le sujet, c'était par rapport à ramener un défunt donc inhumé sur une propriété privée. Et du coup, j'en ai appris et voilà. Personnellement, j'envisageais de faire la même chose. Donc, c'était de ramener mon grand-père à la maison. En attendant les résultats de l'épreuve d'aujourd'hui, courant novembre, Hemeriana peut entamer les démarches pour l'inhumation de son grand-père. Les épreuves auront lieu du 9 au 12 décembre. Fin des recherches à Rimatara. Le corps de la petite Punahei Terewa n'a jamais été retrouvé. Depuis dimanche, un dispositif important de secours était déployé. Pour rappel, ce drame est survenu le 27 octobre. La victime était sortie en mer avec son père sur un petit bateau de 4 mètres. La météo s'était rapidement dégradée et l'embarcation avait chaviré à l'extérieur du récif, au large de la côte est de l'île. C'est un constat partagé par tous les acteurs du secteur et une grande partie des usagers. Les délais de délivrance des permis de construire sont interminables. L'administration est très longue, très peu joignable et il y a une absence de réponse qui peut entraîner un sentiment de mépris, regrette un dirigeant de bureau d'études. Depuis 2021, le service de l'urbanisme est devenu la direction de la construction et de l'aménagement, de quoi compliquer les instructions de dossiers et donc le développement économique. Caroline Fari, Mirko Vanfo. Un chantier de 17 villas individuelles à Punaouia. Il a nécessité 14 mois d'attente avant d'obtenir son permis de construire et ses autorisations en tout genre. En cause, la complication des démarches administratives et des procédures juridiques à répétition.
Un enchevêtrement de règlements, de superposition de normes, et effectivement au niveau des services de l'urbanisme, toutes ces nouvelles normes et ces complications font qu'il y a des difficultés à pouvoir donner des permis rapidement. Et aussi un élément nouveau c'est la judiciarisation des dossiers. C'est-à-dire que les permis sont plus attaqués, donc ils sont plus complexes à instruire. Et ça amène l'ordre des architectes à faire le constat qu'il faut que le service de la DCA, qui est un service essentiel pour le pays, soit renforcé. Ce bureau d'études, spécialisé dans les prestations environnementales, reçoit une quarantaine de projets par an. Mais les lenteurs administratives freinent, voire même font abandonner certains chantiers. Le manque de communication est ressenti comme du mépris. L'instruction administrative est très longue, que l'administration est très peu joignable, c'est-à-dire qu'on demande des rendez-vous, on n'a pas de réponse. Les architectes, les bureaux d'études, on a remonté nos doléances auprès des ministères, les uns après les autres, auprès des directions, les unes après les autres, sans jamais être entendus, sans jamais être rencontrés. À la direction de la construction et de l'aménagement, guichet unique amené à solliciter jusqu'à 13 services pour chaque permis de construire, enregistré l'an dernier 1800 demandes pour la zone de Papeete, comprise entre Papenhaut et Papara. Le service annonce des délais d'instruction allant de 17 à 265 jours, liés à des problèmes de dossiers mal ficelés et de moyens manquants. Le fait que nous n'ayons que 11 agents justement qui instruisent ces délais fait qu'il y a un manque de réactivité quand même dans l'instruction de ces délais. Les opérateurs du privé réclament plus de concertation avec le public, la DCA plus de moyens. Le pays compte lui sur la numérisation des services attendus pour la fin 2025 pour améliorer les délais. Rappelons qu'en 2019, une étude sur la qualité des services publics en Polynésie pointait déjà du doigt la lenteur administrative. Des réponses ont été apportées, mais elles ne semblent pas encore très satisfaisantes selon les professionnels du secteur. La lourdeur administrative encore, sa complexité, la méconnaissance des territoires ou de leur culture, c'est ce qui peut justement freiner l'action de l'État dans les Outre-mer ou la rendre inefficace. Pour tenter de résoudre ces problématiques, des membres de la délégation sénatoriale aux Outre-mer ont effectué une visite de terrain en Polynésie. De Papeete en passant par Bora Bora, Raiatea, Nukuhiva et Hivaoa, ils ont pu se rendre compte que le terrain polynésien pouvait être intéressant sur le plan géographique et institutionnel. Mais alors, les moyens déployés par le gouvernement central sont-ils adaptés à notre territoire? C'est une question que nous allons poser à la présidente de la délégation, à Micheline Jacques. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Vous avez pu donc vous rendre dans 2 archipels, je le disais. Ici, on entend souvent dire que les décisions prises à Paris sont souvent déconnectées de la réalité ou alors à l'inverse, les doléances formulées par les territoires ne sont pas entendues. Est-ce que vous avez constaté cela aussi sur le terrain? Effectivement, c'est la raison pour laquelle la délégation, c'est le but, qu'elle travaille pour justement transformer, changer ce qu'on appelle donner la culture des Outre-mer. Parce que dans l'Hexagone, on est à 10 000 lieues des réalités et c'est le but de notre travail. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes déplacés. La délégation a lancé une étude sur l'adaptation des modes d'action de l'État aux réalités des territoires. Nous sommes allés à La Réunion, à Mayotte, dans les Antilles. Et nous avons choisi de terminer cette mission par la Polynésie, qui présente premièrement institutionnellement, c'est le territoire dont seules les compétences régaliennes sont les compétences de l'État. Et la deuxième particularité, c'est que ce territoire est étendu sur la surface de l'Europe, 78 îles. Et le haut-commissaire nous a quand même avoué qu'il était compliqué, que l'État ne pouvait être présent physiquement dans toutes ces petites îles. Alors sur les problématiques, comment est-ce que vous les expliquez? Est-ce qu'il y a réellement une méconnaissance des cultures ultramarines dans les ministères parisiens? Oui, effectivement, il y a une méconnaissance, pas que dans les ministères, au sein aussi des assemblées. C'est le travail de la délégation. C'est la raison pour laquelle la délégation est composée aussi de 21 sénateurs ultramarins et de 21 sénateurs non ultramarins qui sont associés à cette délégation de manière à se rendre compte in situ des vraies problématiques. Parce que sur le papier,
on peut avoir une idée. Lorsqu'on le vit, c'est autre chose. Vous avez pu vous rendre compte de l'étendue géographique justement du territoire, un territoire qu'il est difficile de protéger. On parle de drogue par exemple, il y a l'ice mais aussi la cocaïne quand on sait que le Pacifique est la nouvelle route. Selon vous, les moyens déployés sont-ils à la hauteur des enjeux ? Je ne vais pas... Pour l'instant, nous avons évoqué avec les douanes, et il est vrai que, vu la taille du territoire, les moyens, à mon sens, ne sont pas tout à fait à la hauteur des enjeux. Il faudrait déployer, ne serait-ce que dans certains archipels, qui sont des sites, des lieux de passage identifiés de certains trafiquants qui ne viennent pas spécifiquement inonder la Polynésie, mais qui se trouvent sur cette route, d'avoir peut-être une antenne pour aider les gendarmes, parce que vous avez des gendarmes qui sont aussi notaires, qui sont aussi douaniers, qui multiplient les fonctions au détriment de leurs compétences propres. Cela fera peut-être partie d'une des recommandations de la délégation. L'État, c'est aussi un soutien financier important. Ce sont 210 milliards qui ont été investis en 2023, soit près d'1,8 milliard d'euros qui ont été investis dans l'éducation, la justice, la sécurité, les politiques publiques ou le développement des communes. Est-ce que, selon vous, ces dépenses sont efficientes ? Alors, d'abord, j'aimerais souligner et saluer le travail des maires. Nous avons rencontré la communauté de communes de Hawaï qui fait un travail extraordinaire. Nous avons rencontré aussi le président des syndicats du développement des communes. Nous sommes allés aussi aux Marquises. Nous avons rencontré tous les maires membres du CODIM et qui parfois sont les seuls face à la population. Parce que bien souvent, l'État n'étant pas là, ils doivent répondre aux attentes, aux besoins de leur population. Donc c'est vraiment très très important d'associer les maires aux discussions. L'État joue aussi, à travers ses représentants de section, joue un rôle assez intéressant dans la mesure où ils apportent de l'aide technique, où ils apportent aussi de l'aide à la constitution des dossiers. Il y a de vrais projets de développement qui, malheureusement, ne peuvent aboutir compte tenu des problèmes de compétences entre le pays et les communes. Certaines communes, d'ailleurs, demandent un peu plus de compétences dans certains domaines, et notamment dans le domaine du foncier. Et à contrario, demande aussi à ce que le pays reprenne la compétence de traitement des déchets, qui est une vraie problématique sur ces petits territoires. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'une des recommandations du précédent rapport qui a été rendu récemment. Pour terminer très rapidement, celui-là, ce rapport est attendu pour le mois prochain. Ce ne sera pas le dernier. Est-ce qu'on peut espérer qu'il serve à quelque chose ? Est-ce qu'il ne restera pas au fond des tiroirs ? Alors non, je veille à ce que les rapports de la délégation servent, comme on le dit. D'ailleurs, la mise en place du tribunal foncier de Polynésie émane justement des travaux de la délégation qui avaient été conduits par mon prédécesseur Michel Magras. Certaines mesures prises dans le cadre du comité interministériel des Outre-mer relèvent aussi, ont été puisées dans les travaux de la délégation. Donc, nous veillons à ce que justement nos travaux soient diffusés et qu'ils servent tant au gouvernement qu'aux parlementaires. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, pour votre éclairage. Je le disais donc, le rapport est attendu le mois prochain. Après cela, une nouvelle étude sera lancée par la délégation sénatoriale aux Outre-mer sur la coopération et l'intégration régionale des Outre-mer. Et pour disposer de données et d'outils adaptés aux contextes locaux, l'Université de la Polynésie et l'infrastructure de recherche DataTerra organisent jusqu'à demain un colloque sur la technologie géospatiale. Les objectifs de ce colloque sont multiples. Il s'agit de lancer et de pérenniser la dynamique géospatiale au Fénois, de faciliter les liens entre les acteurs de l'écosystème ou encore de promouvoir le partage de connaissances et d'expériences entre utilisateurs. Jean Massonnier nous en dit plus au micro de Mirko Vanfo.
Les premiers secteurs qui sont ciblés par ce type de technologie, c'est l'urbanisme, l'aménagement, parce qu'ils ont besoin d'énormément de données géographiques. On parlait de sites archéologiques, par exemple. Grâce à des données très très précises, on peut distinguer des sites archéologiques. L'environnement, la capacité à distinguer sur une image différents types de plantes, différents types de milieux, avec des espèces protégées, qu'elles soient végétales ou animales, qui sont associées. On parle d'agriculture, quel type de plantes sont effectivement dans cette surface agricole et quel est l'état finalement de santé en quelque sorte des plantes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités chlorophylliennes? J-1 avant le rendez-vous sportif de l'année. La cérémonie d'ouverture s'est tenue cet après-midi à Huahine. La 31e édition de la Hawaii Kinui Va'a accueille près d'une centaine d'équipages, toutes catégories confondues. Parmi eux, des passionnés du Va'a venus d'ailleurs, des Japonais et des Calédoniens ont décidé de se mesurer au maître de la discipline. Rencontre avec Inacio Raveino et Marcel Bono. Very good. Thank you everything. Même à quelques heures du départ, les rameurs nippons ne se prennent pas la tête. Pour eux, le premier défi est relevé, être présent à cette course mythique. Team Japon, voilà toute l'équipe du Team Japon. Oui, c'est la première fois ici, première fois à Huahine. C'est notre rêve de venir ici ramer, de faire la Hawaii Kinui et bien sûr, on s'est entraîné toute l'année. C'est le premier Japonais qui est venu au Taito depuis 2013 qu'on a eu cette attache-là jusqu'à aujourd'hui. Ici, le haut du panier du Va'a calédonien qui profite de cette escapade polynésienne pour se changer les idées. Mais l'environnement social de la Calédonie n'est pas très loin. Ouais, effectivement, avec ce qu'on a vécu, c'était dur. Hein. Après, c'est un pays où il y a beaucoup de cultures, beaucoup d'ethnies. Hein. Donc le conflit s'installe très vite. Hein. En Polynésie, il y a plus Polynésiens, Tahitiens et Marquisiens. Mais en Calédonie, c'est compliqué. Hein. C'est Wallisien, Tahitien, Fidjien. Et se faire entendre, c'est pas évident quand on n'est pas chez soi. Quoi, hein. Donc voilà, le message de la paix, c'est la terre ne nous appartient pas. On appartient à la terre, c'est tout. C'est ça le message de la paix. Ces Kagous qui refont un dernier point sur leur stratégie lors du départ de la première étape de cette 31e édition d'Hawaii Kinui Va'a. Et comme chaque année, il y a des favoris, mais aussi des outsiders, comme on les appelle. Shell Va'a va tenter de prendre sa revanche. Timo Pete veut garder le trophée de la victoire. Inacio Raveino et Sandroli nous attendent à Huahine. Inacio Yarana, dites-nous quels sont les enjeux de cette première étape. Oui, Yorana et Ata, les enjeux, comme vous nous l'avez rappelé, c'est Shell Va'a déjà qui veut remettre la main sur la victoire à Hawaii Kinui après avoir perdu l'an dernier face au Timo Pete. Timo Pete qui localement s'est imposé lors de la Air Tahiti Nui, une épreuve quasi qualificative sur le plan polynésien pour la Vendée Va'a en métropole, ainsi que Air Tahiti, l'une des équipes à se méfier aussi cette année qui, les rameurs de Air Tahiti ont remporté donc leur course, la Air Tahiti. Shell Va'a qui a montré à l'international qui restait les maîtres du Va'a, j'allais vous le dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné déjà à la Catalina et plus récemment à donc la course, la Molokai Hoe. Deux courses qui ressemblent un peu à la Hawaii Kinui Va'a. Il faut rallier donc deux îles différentes, une course au large avec des conditions assez dantesques, il faut le dire. Voilà, donc demain, une épreuve super importante pour eux car c'est l'épreuve où ils vont se jauger et c'est à partir de la première étape qu'ils vont essayer d'appliquer, en tout cas de réfléchir à une tactique, pour les deux autres étapes et remporter la victoire finale. Voilà, donc ne manquez pas demain à partir de 6h30 le direct sur Polynésie la première pour suivre les 3 étapes du début à la fin de la Hawaii Kinui Va'a. Merci Inacio et Sandroli à la caméra. Rendez-vous demain matin, effectivement, dès 6h50 sur Polynésie la première pour suivre la première étape en direct. Le départ sera donné à 7h30, comme vous pouvez le voir, depuis Whare à Huahine, à direction Uturua Ayatea, une course de 44 km et demi.
Renforcer la cohésion d'équipe et encourager un mode de vie sain, c'est le but du Horo Horo Challenge, un défi sportif pour les employés du groupe Pacific Beachcomber. 457 ont participé aux différentes activités sportives pour accumuler le plus de récompenses. L'équipe ayant remporté le plus de trophées gagnait des cadeaux, mais pouvait également faire un don de 300 000 francs à des associations comme Amazon Pacific à Tauturuyana, Tenio Tehuma à Vaineurama ou enfin SOS Village d'enfants. Enfin, en cette fin de mois d'octobre, vous aurez remarqué les nombreuses gerbes de fleurs en vente au bord de route. La fête de la Toussaint approche. Pour les fleuristes, c'est un rendez-vous important en termes de chiffre d'affaires. Certains d'entre eux acceptent même de jouer le jeu d'Halloween avec des bouquets d'un tout nouveau genre. Vous allez le voir dans ce reportage de Cybèle Plichard et Dylan Fels. Un bouquet de tiare dans un chaudron de sorcières. Qui aurait imaginé un jour voir la fleur emblématique de Tahiti se marier à l'univers de Halloween? Cette fleuriste de Punaouia l'a fait. C'est surtout le fait de créer la surprise chez les abonnés, chez les clients. C'était de leur proposer une composition florale, mais avec une touche de surprise. Donc quand ils ouvrent le paquet, ils tombent sur les bonbons et puis aussi sur le support, ne serait-ce que le support. On utilise des supports avec des têtes de mort ou des citrouilles. Quelques gypsophiles, des roses, des fleurs séchées et le tour est joué. Voilà qui change des traditionnelles couronnes royales. Moi j'aime beaucoup l'art, j'aime bien dessiner, j'aime bien peindre. Et ça c'est un peu comme de l'art, voilà. Travailler avec les fleurs, c'est un travail qui commence le matin de bonne heure. Bon, peut-être pas moi, mais d'autres personnes dans les jardins se lèvent très tôt pour commencer à cueillir les fleurs. Et nous, on travaille jusqu'à la nuit, jusqu'au soir. Si Rehia se fait livrer ses fleurs, Vateti, elle, les produit elle-même sur un terrain domanial du plateau de Taravo. Heureuse au milieu de ses quelques 2800 pieds de tiare taïna, elle ne changerait de métier pour rien au monde. Oui, c'est différent l'odeur des tiare taiti et puis des taïna parce que les taïna, ça fleurit une fois par an et cette odeur-là, c'est une fois par an que tu la sens. Une fois par an, à l'image de la Toussaint. Un rendez-vous avec les défunts, adouci par le parfum et la beauté des fleurs. Tout ça, c'est pour la Toussaint? Oui, tout ça, c'est pour que la commande. Et là, j'ai pas assez. Donc, les commandes, là, normalement, c'était 600 francs le paquet. Donc, j'ai réduit il y a des clients qui demandent 200 paquets, moi je réduis à 150. Il y a des clients qui demandent 100 paquets, je mets à 50. Le 1er novembre, Vateti se souviendra aussi de son oncle défunt, le premier à planter des taïnas à la presqu'île. Aujourd'hui, si les affaires marchent, c'est aussi un peu grâce à lui. C'est ainsi que se referme ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Les acteurs du secteur et les usagers n'en peuvent plus des délais de délivrance des permis de construire. Ils sont beaucoup trop longs. Le service de l'urbanisme est devenu en 2021 la direction de la construction et de l'aménagement a récupéré la compétence de l'hygiène des constructions, auparavant gérée par le Centre d'hygiène et de salubrité publique. C'est ce qui expliquerait ces lenteurs. Sur vos écrans ce soir, Bleu Océan, puis la série OPJ. Et à la une de votre quotidien Tahiti Info demain, ce titre, le Maroc offre un soutien olympique au VAA. Merci d'avoir été avec nous, très belle nuit et à demain. On se quitte sur ces belles images capturées à Huahine. Mai te mauma ona, te hoe I te waa. Tururara hi te ie, te pune I raro matai. Te mai te mauma ona, te hoe I te waa. Oi ne tia ta hua whaati tia e mora. Hoe a waa. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet